Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de bien vouloir nous suivre dans les conditions du numérique pour ce dernier rendez-vous de ces 15 jours consacrés aux violences faites aux femmes dans le cadre de la journée du 8 mars qui a démarré pour nous à la bibliothèque municipale le 6 mars avec la projection du film Violences faites aux femmes, la vie d'après de Xavier Deleu et Doriane Deneleu. Nous avons présenté pendant ces 15 jours l'exposition Fait pas genre par l'association Résonante que nous avons présentée également à des classes de troisième du collège de Fernand Flagon de Valenton. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Noémie Renard, euh, qui anime depuis 2011 le blog antisexisme.net et qui a publié en 2018 le livre En finir avec la culture du viol, publié aux éditions Les Petits Matins. Et c'est de ce livre dont elle nous fait le plaisir et l'honneur de venir nous parler aujourd'hui et je lui laisse la parole. Bonjour Noémie. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Voilà, vous m'avez bien présenté. Après, je peux préciser que un peu ma démarche qui consiste en fait, depuis que j'ai commencé mon blog en 2011, ma démarche en fait consiste à lire des articles universitaires écrits par des psychologues, sociologues, sociologues, psychologues, anthropologues, etc., et de les vulgariser pour comprendre en fait les mécanismes de la domination masculine. Et en fait, j'ai un peu poursuivi avec mon livre, toujours vulgariser en fait des travaux universitaires. Donc voilà pour un peu ma démarche. Alors du coup, je vais entrer maintenant dans le vif du sujet et d'abord définir ce qu'est une culture du viol. Donc d'abord, il faut comprendre ce qu'on veut dire par culture. Alors en fait, la culture, c'est l'ensemble des valeurs, des traditions, des croyances et des représentations d'une société. Et donc du coup, c'est les caractéristiques d'une société en quelque sorte. Et une culture du viol, c'est une culture dans laquelle le viol et les violences sexuelles sont fréquentes et tolérées. C'est-à-dire qu'elles demeurent impunies. Ouais, voilà. Donc, notamment au niveau de la justice, mais aussi socialement. On dit souvent, par exemple, quand il s'agit d'inceste, que tout le monde savait, mais personne n'a réagi. En fait, c'est vrai dans tous les cas. Enfin, j'y reviendrai. Et en fait, c'est un concept qui a été créé dans les années 70 par des militantes féministes états-uniennes. Et je trouve que c'est un concept intéressant car il permet de souligner que les violences sexuelles prennent leur source dans le fonctionnement de la société. Autrement dit, c'est pas des aberrations, des anomalies, des déviances. Et aussi, ça souligne que c'est un problème culturel. C'est-à-dire que c'est pas une fatalité, ça fait pas partie de la nature humaine ou masculine voilà, c'est pas quelque chose d'inné contre lequel on ne peut pas agir. Et en fait, derrière, c'est assez porteur d'espoir parce qu'en fait, on se dit qu'en changeant la société, on peut mettre fin aux violences sexuelles. Donc, voilà. Donc, concrètement, comment va se manifester une culture du viol ? Elle va se manifester par un renversement de culpabilité entre les agresseurs et les victimes. Les agresseurs vont être déresponsabilisés, tandis que les victimes, elles, vont être considérées comme responsables de ce qui leur est arrivé, où on va les soupçonner de mentir, d'exagérer, de chercher la célébrité. Bon, on ne sait pas trop comment, mais voilà. C'est un peu le genre de choses qu'on entend. Et en fait, s'il y a ce renversement de culpabilité, c'est parce qu'en fait, il existe dans la société des stéréotypes, des idées reçues sur les violences sexuelles, sur la sexualité, sur les hommes, sur les femmes, qui nourrissent en fait ce blâme des victimes et cette déresponsabilisation des agresseurs sexuels. Et enfin, je dirais que une des caractéristiques de la culture du viol, c'est la présence d'inégalités de hiérarchie, notamment entre les femmes et les hommes, qui constituent un terreau propice aux violences sexuelles. Donc, quand je parle d'inégalité de hiérarchie, je pense à des rapports de pouvoir inégalitaires. Donc, par exemple, partout dans le monde, le pouvoir économique, politique, symbolique est détenu par les hommes. Mais je pense aussi à tout ce qui est sociabilisation genrée, c'est-à-dire qu'on n'éduque pas les petites filles et les petits garçons de la même façon dans l'enfance. On apprend aux petites filles à être polies, à être gentilles, et aux petits garçons à s'affirmer, à pas avoir peur. Et ça, je pense que ça a aussi une implication ensuite plus tard à l'âge adulte et notamment dans la culture du viol.
Donc en fait, voilà. Donc voilà pour l'intro, pour la définition de la culture du viol. Maintenant, je vais faire un petit état des lieux des violences sexuelles en France. J'ai commencé par quelques définitions, notamment la définition du viol. Donc c'est une définition issue de la loi que je vais donner. Donc c'est une définition qui est discutable, voire critiquable. Je vais la critiquer plus tard dans l'exposé. Mais en fait, ça permet d'avoir un point de départ. Donc, qu'est-ce que c'est que le viol ? Le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc, toute pénétration, ça peut être une pénétration vaginale, anale ou orale. Donc, autrement dit, le viol peut prendre la forme d'une fellation. Et aussi, en fait, la pénétration n'implique pas forcément un pénis. Ça peut être, par exemple, ça peut consister, par exemple, à l'introduction d'un objet ou d'un doigt dans le vagin ou l'anus. La pénétration est commise sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Donc là, il y a eu un changement relativement récent, en 2018, lié à la loi Schiappa. Donc en fait, avant, seulement une personne, entre guillemets, pénétrée pouvait être considérée comme victime. Maintenant, une personne qui est contrainte à pénétrer peut aussi être considérée comme victime. Donc, par exemple, un petit garçon qui subirait une fellation, avant, on aurait dit qu'il était victime d'agression sexuelle. Maintenant, il peut être considéré comme victime de viol. Et enfin, il faut que cette pénétration soit commise par violence, contrainte, menace ou surprise. Et ça, c'est des termes qui sont pas définis très précisément dans le code pénal. Et donc, il y a une certaine interprétation. Enfin, les magistrats sont un peu libres d'interpréter ça. Donc, on peut se demander ce que c'est la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Bon, après, il y a quand même un article du code pénal qui précise que la contrainte peut être morale, qu'elle peut être la conséquence d'une différence d'âge et d'un rapport d'autorité lorsque la victime est mineure. Mais bon, ça reste quand même assez flou. Voilà. Donc comme en fait là je suis dans une définition légale, je rappelle que le viol c'est un crime qui est puni de 15 ans de prison en dehors des circonstances aggravantes où il est puni de 20 ans. Voilà. Donc après toujours dans la loi française, en fait il y a une différence entre l'agression sexuelle et le viol. L'agression sexuelle simple, on va dire, et le viol. L'agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc c'est un délit, plus un crime, un délit qui est puni de 5 ans d'emprisonnement, 7 ans quand il y a des circonstances aggravantes. Et en fait, c'est une définition qui englobe plusieurs situations. Par exemple, lorsque l'agresseur touche les fesses, les seins ou le sexe de la victime contre sa volonté, ou s'il l'oblige à lui toucher le sexe, etc. Voilà donc pour les définitions. Je voulais donner quelques statistiques, histoire. Enfin, je veux pas vous noyer sous les chiffres, mais histoire d'avoir une idée de qu'est-ce que c'est la réalité des violences sexuelles aujourd'hui en France. Donc, et là pour ça, je vais surtout m'appuyer sur l'enquête Virage, qui est une enquête qui est sortie en 2015 et qui est bien rigoureuse, donc voilà, qui est assez récente. Relativement récente. Donc, les victimes de viol sont, donc ce qu'on sait de cette enquête Virage notamment, c'est que les victimes de viol sont majoritairement des femmes ou des filles. Donc, 86% des victimes sont de sexe féminin. Par contre, les violeurs sont très majoritairement des hommes. Donc, en fait, dans toutes les enquêtes faites en France, on est dans aux alentours de 95%. Et en fait, ce qu'on sait aussi, c'est que les mineurs, les enfants et les adolescentes surtout, sont plus souvent touchés. Donc, par exemple, parmi les victimes, les femmes qui ont déjà subi un viol dans leur vie, 56% ont subi les premiers viols lorsqu'elles avaient moins de 18 ans. Et pour les garçons, enfin pour les hommes, on est à 76%. C'est-à-dire que pour les hommes qui ont été victimes de viol dans leur vie, ils ont subi ça avant 18 ans. Voilà. Enfin, s'il y a eu plusieurs viols, les premiers c'était avant 18 ans, et s'ils ont subi qu'un seul viol, voilà. Et en fait, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les filles, quand on regarde les mineurs, les filles sont plus touchées que les garçons. Et selon l'enquête Virage, quand on regarde les statistiques de viol, il y a plus de 4 fois plus de filles, de petites filles victimes que de petits garçons.
Alors ensuite, il y a une autre enquête qui s'appelle Cadre de vie et sécurité qui est menée chaque année. Si on regarde les chiffres, on a environ 90 000 femmes adultes qui subiraient un rapport sexuel imposé ou une tentative chaque année. Donc là, c'est les femmes adultes, on n'a pas les mineurs. Et pour les hommes, on serait plutôt aux alentours de 18 000 par an. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour près des 3/4 des victimes de sexe féminin, pour les hommes, c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas pour les victimes de sexe féminin, l'auteur est souvent un proche, en 3/4 des cas, soit un membre de la famille, soit un conjoint, soit un ex-conjoint. Donc, ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est que les violences sont genrées, donc des hommes agresseurs sur des femmes ou des filles. Que c'est aussi et souvent aussi il y a un rapport adulte mineur et que c'est aussi des violences de proximité. Voilà. Donc voilà pour les statistiques des violences. Je vais donner aussi quelques informations sur les condamnations des violences sexuelles. Donc en fait, on sait que partout dans le monde, les violeurs, les agresseurs sexuels sont très peu condamnés. Et en fait, alors il y a des pays, par exemple comme le Royaume-Uni, où il y a vraiment des études assez rigoureuses sur, notamment sur le suivi des plaintes. On sait exactement quel pourcentage de plaintes aboutissent à une condamnation. Si elles n'aboutissent pas à une condamnation, on sait pour quelles raisons, etc. On a vraiment un suivi très très précis en fait du devenir des plaintes. En France, on a quelques études, mais sur peu de cas, parfois un peu anciennes, donc on est un peu obligé de faire des extrapolations. Mais bon, voilà. Du coup, j'avais quand même essayé de chercher le plus d'études possible en France pour mon livre, et j'avais estimé que, en gros, on est à 1% de violeurs condamnés par une cour d'assises. Après, je sais que par exemple, il y a une docteure en droit qui s'appelle Catherine Lemagresse qui a sorti un livre là tout récemment qui s'appelle Les pièges du consentement, qui est aussi très intéressant. C'est la culture du viol, mais vue au niveau du droit. Et elle, je sais qu'elle avait fait des estimations, elle était bien en dessous de 1%. Donc même 1%, je pense que c'est assez généreux en fait. Donc voilà, donc 1% des violeurs qui seraient condamnés par une cour d'assises. Et je précise cour d'assises parce que, comme je l'ai dit, le viol, c'est un crime. Et donc, normalement, il doit être jugé par une cour d'assises. Mais en fait, il est très souvent correctionnalisé. C'est-à-dire qu'il est jugé comme un délit. On considère, on dit, c'est un viol, mais la justice va le traiter comme si c'était une agression sexuelle. Donc, donc une agression sexuelle, c'est un délit. Donc, c'est une infraction moins grave que le viol. Et ça, c'est aussi une forme de banalisation des violences sexuelles, de les disqualifier, en fait. Et surtout que ça ne concerne pas que le viol, en fait. Il y a aussi, par exemple, les agressions sexuelles sont souvent disqualifiées en harcèlement sexuel, parce que le harcèlement sexuel est considéré comme moins grave dans le code pénal que les agressions sexuelles. Donc, voilà, il y a toujours une désescalade, je ne sais pas comment dire, mais une disqualification des violences sexuelles dans le traitement de la justice. Aussi à noter que en 10 ans, le nombre de condamnations des infractions sexuelles a fortement diminué. On est à moins de 40% entre, je crois que c'est 2007-2016, je me souviens plus exactement, mais voilà. En plus, il y a une chute des condamnations pour viol. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit état des lieux et maintenant, j'ai un peu parlé des mécanismes. J'ai une petite question parce que ça m'a. Ouais. J'ai vraiment appris à la lecture durant la lecture du livre la question de la correctionnalisation. Alors comme plein de choses dans le bouquin, j'étais énormément choqué. Alors ça particulièrement, j'avais aucune idée que la justice pouvait. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment il est possible que la victime puisse accepter, parce qu'en fait, normalement, si j'ai bien compris, la victime est censée être consultée sur cette question. Et vous expliquez dans le livre pourquoi ça m'a. Oui, effectivement. Alors, la victime est consultée, mais effectivement, on peut. Normalement, il faut qu'il y ait son accord, mais en fait, dans les faits, la victime, elle est souvent sous le choc, donc puis elle n'y connaît pas forcément grand-chose en droit, donc c'est nouveau pour elle. Puis elle peut faire confiance à son avocat ou avocate, qui peut aussi pousser dans le sens-là, parce que, alors c'est ce qu'on m'avait dit, c'est que je crois que pour les avocats, en fait, c'est pas très intéressant financièrement, je crois, d'aller à des procès d'assises, de ce que j'avais lu.
enfin de ce qu'on m'avait expliqué. Alors bon, voilà ce genre de choses et aussi elles peuvent subir des pressions de la part des juges, des magistrats qui lui expliquent que c'est mieux pour elles aussi parce que on peut aussi lui vendre le fait que il y a parfois c'est ce que les magistrats disent, c'est qu'il y a plus de condamnations en correctionnel et que les délais sont moins longs, mais en fait c'est pas enfin c'est des peu de cas, des petites études que j'avais vues qui portent effectivement sur peu de chiffres, sur peu de dossiers. C'était pas quelque chose de démontré, quoi. C'est pas du tout démontré. Bon, en fait, dans les faits, c'est surtout que la justice a pas de moyens. En fait, les procès d'assises, ça dure plusieurs jours, ça coûte très très cher. Et en fait, la justice n'a pas les moyens en fait de traiter toutes les affaires de viol. Donc il y a cette correctionnalisation. Mais effectivement, c'est vraiment au détriment des droits des victimes, quoi. Donc, c'est un gros problème. Oui, ça contribue à l'impunité, mais je suppose sur laquelle vous allez revenir après, j'imagine. Ouais, bah, c'est une forme d'impunité, puisqu'en fait, du coup, les agresseurs, on les punit pour quelque chose de moins grave que ce qu'ils ont fait. Donc, voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu oui, à la question. Voilà, du coup, voici pour un petit état des lieux. Donc maintenant, je voulais revenir sur vraiment les mécanismes de l'impunité, donc impunité à la fois judiciaire, mais aussi à la fois sociale. Et en fait, cette impunité, elle est permise notamment parce qu'il existe tout un tas de stéréotypes sur les violences sexuelles, et aussi les auteurs et les victimes de violences sexuelles. Et ces stéréotypes permettent vraiment de banaliser les violences sexuelles, donc c'est vraiment des mécanismes importants. Je ne vais pas pouvoir tous les évoquer là ce soir parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vais en déconstruire quelques-uns. Donc, un premier stéréotype qu'on entend souvent, c'est que les violences sexuelles ne sont commises que par des fous, entre guillemets, des jeunes de banlieue, toujours entre guillemets, des prolétaires du Nord, toujours les guillemets, notamment tout ce qui est inceste, pédocriminalité. Et en gros, on se dit, bon, ben, les violences sexuelles, c'est pas des hommes normaux qui les commettent. Et en fait, c'est tout à fait faux. Toutes les études sur le sujet montrent que les agresseurs sexuels, c'est vraiment des messieurs tout le monde qui appartiennent à toutes les classes sociales. Donc, il n'y a pas un profil type, en fait. Voilà, c'est tout le monde. Enfin, c'est vraiment un homme normal qui peut être aussi bien PDG qu'ouvrier, qu'artisan. Enfin, voilà, les agresseurs sexuels, ça peut être n'importe qui. Autre stéréotype qu'on entend souvent, c'est que les agresseurs sont pris de pulsions incontrôlables. Or, c'est tout à fait faux parce que les études montrent sur le sujet montrent que les agresseurs sexuels, ils ont des stratégies, c'est-à-dire qu'ils choisissent pas leur victime au hasard, ils choisissent pas le lieu au hasard, le moment. En fait, ils font bien évidemment attention à pas être pris. Enfin, ils travaillent sur leur impunité. Comment ils peuvent, voilà, comment est-ce qu'ils font pour ne pas, ils peuvent choisir leur victime, par exemple, si elle peut. Enfin, s'ils savent qu'elle risque, par exemple, d'être prise pour une folle, ou si une victime qu'on risque de juger peu crédible, ils peuvent viser ce genre de victime. Donc en fait, les violences sexuelles, ce sont au contraire des actes réfléchis, calculés. Voilà. Autre stéréotype, c'est le stéréotype de la vraie victime. Donc, parfois, on entend qu'il y a les vraies victimes qu'on peut plaindre, et puis il y a celles entre guillemets qui l'auraient un peu cherché. Alors, qu'est-ce que c'est que les victimes ? Quelles sont les victimes qui l'auraient un peu cherché ? C'est des victimes qui auraient eu un comportement impur. C'est-à-dire que, par exemple, un comportement sexuel jugé immoral, par exemple, si elles ont porté des vêtements sexy, si elles ont séduit l'agresseur, si elles ont une vie sexuelle trop exubérante, etc. Aussi, si elles ont manqué de prudence, si elles se sont promenées seules dans la rue, si elles sont allées dans l'appartement d'un homme, si elles ont trop bu, etc. Souvent, on va entendre que elles ont manqué, entre guillemets, de jugeote, comme si, en fait, elles méritaient d'avoir subi une violence sexuelle à cause de ça. Et en fait aussi, ce qu'on va reprocher aux victimes, c'est d'avoir un comportement qui va être jugé comme pas tout à fait rationnel. En fait, on attend d'une victime qu'elle se défend. Alors qu'en fait, beaucoup de victimes sont dans des rapports de pouvoir inégalitaires. Enfin, par exemple, se défendre. Par exemple, si c'est, on entend par exemple beaucoup parler de l'affaire PPDA ces derniers temps. Donc, c'est le journaliste le plus connu de France. Surtout une femme, par exemple, qui travaille avec lui. Enfin, c'est un type qui a une aura, un prestige. Qui avait en tout cas un prestige hyper fort. Une journaliste qui commence à travailler avec lui, qui a forcément évidemment
un statut social plus faible, bon bah ça va, enfin elle peut pas non plus le taper, le mordre, enfin c'est compliqué. Il y a vraiment des rapports de pouvoir inégalitaires qui peuvent faire que les victimes se débattent pas. Il peut aussi avoir il y a la peur, la sidération. En fait, il y a aussi souvent le processus de sidération, c'est-à-dire que la victime a tellement peur et tellement choquée qu'elle va juste pas bouger, quoi. Ou en tout cas, voilà, et beaucoup de victimes ressentent ça. Donc ça s'explique pourquoi les victimes se débattent pas, dans le sens ne tapent pas, ne mordent pas, etc. On attend aussi souvent des victimes que après l'agression, elles signalent très rapidement les faits à la police, alors que dans les faits, ça peut être compliqué. Bah voilà, c'est souvent des personnes proches, donc ça peut être quelqu'un de la famille. Enfin, voilà, les viols incestueux, c'est très fréquent. Bon voilà, en plus si la victime est mineure, ça peut être aussi compliqué de signaler par elle-même aux autorités. Voilà, donc ça, on attend des victimes. Dans les faits, ça peut être plus compliqué. Voilà, on attend aussi des victimes qu'elles manifestent des signes de détresse, mais sans en faire trop. On attend aussi des victimes qu'elles coupent tout contact avec le violeur, alors qu'en fait, bah voilà, comme il y a des rapports, comme c'est souvent quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille, un ami, ou quelqu'un au travail, par exemple, bon, ça peut être plus compliqué de couper tout contact. Donc voilà, on va souvent reprocher aux victimes de pas agir de manière, enfin, si elles agissent pas de manière très particulière, on va les considérer comme peu crédibles. Donc c'est ça un peu le stéréotype de la vraie victime. Après, il y a aussi le stéréotype du vrai viol. Et donc en fait, le stéréotype du vrai viol, c'est en fait une représentation qu'on peut avoir souvent dans l'imaginaire collectif, même si je pense que ça change pas mal avec MeToo. Je pense que voilà, peut-être que ça évolue. Je pense que ça évolue. Ça a tendance à évoluer. Bon, même si je pense que ça évolue, mais ça reste quand même. C'est l'idée que le vrai viol, c'est voilà, il y a cette idée que un viol, ça se passe dans un parking la nuit avec un type qui arrive armé, qui met un couteau sous la gorge de la victime. Et donc ça, on a cette image-là. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Évidemment, ça existe ce type de viol, mais en fait, c'est relativement rare parce que comme je l'ai dit, c'est plutôt des proches ou des gens connus de la victime. Les violeurs sont plutôt des proches. C'est plutôt des conjoints, des amis, des oncles, etc. Et en plus, les agresseurs sexuels et les violeurs n'ont souvent pas besoin d'user de violences physiques ou n'ont pas besoin d'avoir d'armes pour contraindre leurs victimes. Pour contraindre les victimes, ils utilisent souvent des formes de contraintes plus subtiles. Donc, par exemple, ça peut être des supérieurs hiérarchiques. Souvent, c'est des gens qui ont souvent, il y a un rapport de pouvoir inégalitaire entre la victime et l'agresseur. Donc, voilà, très souvent, ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là, puisque la victime, elle est sidérée et elle est trop dans un rapport de pouvoir inégalitaire pour vraiment pouvoir se défendre. Donc voilà, et le problème en fait avec ces stéréotypes, c'est que ils ont pour effet de disqualifier les formes de viol qui sortent notamment du stéréotype viol. Et en fait, je pense notamment à Michel. J'ai un exemple auquel je pense souvent, c'est Michel, que je cite souvent en conférence, c'est Michel Onfray à qui on a demandé de s'exprimer sur les affaires Darmanin. C'était en 2018, je crois que. Ouais, en 2018, je crois qu'on lui a demandé. C'était sur LCI, je me souviens. Alors, pour rappel, les affaires Darmanin, il y a 2 affaires Darmanin et celle sur laquelle il s'est exprimé, c'était une femme qui avait été dans le passé prostituée, qui en fait avait demandé un service à Darmanin du temps qu'il était. Alors, je crois qu'il était pas maire, mais il était adjoint au maire à Tourcoing. À Tourcoing. En tout cas, il avait un poste à responsabilité. Et elle lui a dit, elle avait été condamnée pour harcèlement, je crois, et elle avait demandé à Darmanin de l'aide pour effacer son casier judiciaire. Et lui avait dit ok, je vais vous aider, mais à condition que. Et en fait, il lui avait imposé des rapports sexuels. Contre une aide qui, en fait, il pouvait pas trop agir là-dessus, mais contre une prétendue aide, contre la promesse d'une aide plutôt. Et donc elle, ces affaires Darmanin continuent. Je crois que rien que hier, il y a eu une confrontation entre la victime et Darmanin. Donc en fait, donc ça, c'est effectivement une forme de contrainte assez subtile, mais toujours est-il que Darmanin a usé de son pouvoir pour imposer des actes sexuels à une femme qui ne le désirait pas. Et en fait, Michel Onfray, on a demandé, en 2018, on l'a interrogé sur ces affaires et il a dit,
Bon, déjà, il a rappelé que la victime était une call girl, enfin était une ancienne call girl, donc en gros, on disqualifie la victime parce que voilà, elle aurait une vie sexuelle pas bien rangée, donc tout de suite, voilà. Et il a tenu à rappeler ça, comme si ça avait vraiment une importance dans l'affaire, alors qu'en fait non, ça n'a pas trop, enfin ça n'a pas d'importance. Et il dit bon, il dit il dit ben voilà, je trouve que cette affaire c'est complètement excessif par rapport aux femmes qui sont violées dans un parking le soir avec un couteau sous la gorge. Donc là typiquement, il utilise le stéréotype du vrai viol pour dire bah ce qui est arrivé, enfin l'affaire Darmanin c'est pas une vraie affaire de viol. Donc voilà, je trouve que c'est un exemple très parlant. Et voilà, donc surtout si on peut imaginer que les juges, par exemple, sont aussi, ont aussi ce stéréotype en tête au moment de prendre des condamnations. Bah, tout à fait. En fait, c'est exactement ça. C'est que, voilà, je prends l'exemple de Michel Onfray, mais en fait, ce genre de stéréotype, enfin, c'est pas le seul, évidemment, dans la société à penser ça. Et des magistrats peuvent, alors, évidemment, ça dépend enfin, c'est comme partout. Il y a des magistrats qui sont plus ou moins féministes, sensibles à cette question, et d'autres qui sont très réactionnaires et qui vont adhérer beaucoup à ce genre de stéréotypes. Mais en tout cas, dans les faits, dans le traitement judiciaire, on voit tout à fait que, en fait, les viols qui correspondent au stéréotype du vrai viol sont mieux traités. C'est-à-dire vont davantage aboutir à des poursuites, à des condamnations, que les viols qui s'éloignent des stéréotypes. Donc, par exemple, les viols conjugaux sont très souvent disqualifiés. C'est rarissime qu'il y ait des condamnations, qu'il y ait des jugements, qu'il y ait des procès, pour des viols conjugaux aux assises. Voilà. Donc, et en revanche, les viols commis par des inconnus, ils sont surreprésentés dans les procès d'assises. Voilà, donc et on sait aussi par exemple que les agresseurs sexuels qui appartiennent à des catégories défavorisées et stigmatisées de la population, donc par exemple qui appartiennent à des minorités ethniques, qui sont chômeurs, qui sont issus des milieux populaires, et ben on sait que malheureusement c'est des facteurs qui facilitent le traitement de la plainte par rapport à des hommes blancs par exemple qui ont un statut social plus élevé. Ça a été montré alors pas sur des études en France parce qu'on a peu de données en France, mais par exemple au Royaume-Uni, mais il n'y a pas de raison de penser qu'en France c'est différent. Donc voilà, donc vraiment on voit donc effectivement ces stéréotypes ont des effets sur le traitement judiciaire et aussi les victimes elles-mêmes en fait peuvent adhérer plus ou moins à ces stéréotypes et donc elles-mêmes peuvent ne pas étiqueter ce qu'elle a vécu comme un viol. Donc elles vont pas se considérer, elles vont pas se dire bon bah j'ai été victime de viol. Donc, après ça va être compliqué. Enfin déjà elles vont ressentir de la honte, elles vont se sentir coupables et après ça va être compliqué aussi de porter plainte. Voilà. Donc en fait c'est l'ensemble et puis alors c'est non seulement donc c'est la justice. En fait c'est la justice qui en fait comment dire, avec ces stéréotypes en fait une partie des viols, l'immense majorité des viols en fait qui s'éloignent de ces stéréotypes font l'objet de déni de la part de la justice, mais aussi de toute la société. Alors après, par rapport toujours au traitement, par rapport à l'aspect justice, donc il y a le traitement judiciaire qui pose souci, mais il y a aussi la loi. Donc je voulais en parler un peu rapidement. Alors il y a beaucoup de féministes qui sont pas forcément d'accord avec ça, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la loi est bien faite, qu'il n'y a pas à changer la loi, que c'est juste le traitement judiciaire qui pose souci. Moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'il y a un problème avec la loi. Et alors, de nouveau, je cite le livre de Catherine Magrez qui est sorti, je crois, il y a 4 jours, et qui vraiment, alors je l'ai même pas encore lu en entier, mais vraiment, si parmi les gens qui nous regardent, c'est une question qui les intéresse, je conseille vraiment ce livre. Je pense qu'il est, mais c'est vraiment au niveau du droit. Et en fait, et c'est vrai que je me suis pas mal inspirée de ses écrits. Alors, elle n'avait pas encore écrit le livre à l'époque, mais elle avait écrit des articles je me suis pas mal inspirée de ses écrits pour mon livre et en fait ce qu'elle analyse, c'est qu'en fait, donc comme je l'ai dit, un viol c'est une pénétration sexuelle commise avec par contrainte, menace, surprise ou violence. Et du coup dedans, en fait, souvent on parle de consentement, mais en fait il n'y a pas de notion de consentement dans la loi. En fait,
on déduit l'absence de consentement par le comportement de l'agresseur et ou agresseur-violeur. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que très souvent, en fait, un violeur ou un agresseur n'a pas besoin d'user de violence explicite, surtout face à une victime mineure, un enfant ou une adolescente, une personne en situation de handicap, par exemple. On sait que les personnes en situation de handicap sont davantage victimes de violences sexuelles que les personnes valides. Ou par exemple face à une victime qui est sidérée par la peur, qui ose pas bouger. C'est compliqué. Pour ces victimes, comme je l'ai dit, c'est compliqué de réagir. Donc, si la victime reste immobile, n'a pas la capacité de réagir, comment prouver la contrainte, la menace, la surprise ou la violence? Ça devient compliqué. Donc en fait, et donc quelque part aussi, c'est suggéré qu'il y a un peu un consentement par défaut. Une victime qui bouge pas, elle est considérée comme consentante. Et donc donc ça pose question. Et en fait, le pire aussi dans tout ça, c'est que c'est vrai, mais aussi pour en fait, la définition du viol, elle est vraie, elle est la même pour les adultes et pour les mineurs. Donc en fait, chez les mineurs, on va aussi rechercher la preuve de la violence, la contrainte, de la menace, la surprise pour prouver qu'il y a agression sexuelle ou viol. Dans les faits, je précise quand même, même si on n'arrive pas à prouver violence, contrainte, menace ou surprise, il y a quand même un délit. C'est-à-dire que, en gros, pour les mineurs, de base, si le mineur a moins de 15 ans et qui a une activité sexuelle avec un adulte, de base, c'est considéré comme un délit qu'on appelle l'atteinte sexuelle sur mineur. Mais on va pas considérer que c'est un viol. S'il y a pénétration, on va pas considérer que c'est un viol ou on va pas considérer que c'est une agression sexuelle si on n'arrive pas à démontrer la contrainte, menace, surprise ou violence. Donc c'est quand même un gros problème. Et d'ailleurs en ce moment là au Sénat et à l'Assemblée nationale, il y a pas mal de discussions pour mettre en place un seuil de consentement, comme on dit, pour dire que en dessous de tel âge, c'est automatiquement un crime. Donc il y a pas mal de réflexions. Mais voilà, c'est quand même un gros problème que alors je sais pas, récemment aussi, on en a pas mal entendu parler, c'est l'affaire Julie. Donc là, c'est une jeune fille de 13-14 ans qui a été violée par une vingtaine de pompiers. Et la justice a considéré qu'elle était consentante en fait à ça. Donc ils sont pas poursuivis pour viol, ils sont poursuivis pour atteinte sexuelle sur mineur. Donc il y a vraiment un problème dans la loi, non seulement pour les adultes, mais encore plus pour les mineurs. Donc c'est la loi elle-même pose souci pour la condamnation des violences sexuelles. Là j'ai fini un peu ma partie sur l'impunité. Je sais pas si. Du coup, j'ai juste une petite question. Mais peut-être que vous avez prévu de l'aborder après. Mais est-ce que c'est même la définition même de consentement qu'il faut complètement changer, qu'il faut redéfinir? Ah oui, j'avais l'intention d'en parler un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est une question. Je vais pas. Mais c'est vrai que c'est une question très très importante et intéressante. Donc, en fait, j'allais un peu en parler là dans cette partie, alors qui concerne pas vraiment précisément l'impunité en tant que telle des violences sexuelles, mais plutôt les différentes méthodes de coercition utilisées par les agresseurs et aussi comment est-ce que la coercition existe en fait dans la sexualité au quotidien. Je vais un peu parler de tout ça, dans le sens où, en fait, souvent, quand on parle de violence sexuelle ou quand on parle notamment de consentement, on se dit que souvent, il y a soit la sexualité, les violences sexuelles telles qu'elles sont bien identifiées dans la société. Donc souvent on dit, il y a les viols, les agressions sexuelles qui sont non consenties, et de l'autre, il y a la sexualité qui serait libre, consentie, etc. Il y a un peu une idée de binarité, alors qu'en fait, dans la vraie vie, on se rend compte qu'il y a des formes de violence sexuelle, de contraintes qui sont assez subtiles, assez peu identifiées, et donc en fait, les féministes, notamment des universitaires et des militantes féministes, on parle souvent de continuum pour dire que il n'y a pas d'un côté le viol et de l'autre la sexualité du quotidien, mais en fait, il y a des formes intermédiaires. En fait, donc c'est de ça dont je voulais un petit peu parler. Donc, en fait, la première
la première forme de contrainte dont je voulais parler, c'est ce qu'on appelle la coercition verbale. Et ça peut être par exemple du chantage. Donc par exemple un homme qui dirait à une femme, ben si tu refuses telle pratique, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, ou si tu refuses de coucher avec moi, ben, je vais aller voir ailleurs, je vais te tromper, etc. Ça peut être des supplications qui s'éternisent. Donc par exemple il y a des femmes qui, enfin, en fait il y a des psychologues des chercheuses en psychologie qui ont pas mal étudié ça et qui ont interrogé des femmes à ce sujet-là. Et donc c'est vrai qu'il y en a qui et en fait c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, des femmes qui expliquent qu'en fait elles voulaient dormir, mais leur partenaire ou leur compagnon a insisté jusqu'à ce qu'elles soient tellement fatiguées, qu'elles en aient tellement marre, qu'elles aient dit bon ok allez on couche ensemble, mais en fait elles voulaient pas. C'est juste que à force de demander pendant hyper longtemps, bon ben ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Il y a aussi des hommes qui répriment leur conjointe, la fait culpabiliser, lui disent qu'elle est anormale ou frigide. Donc voilà, ça c'est la coercition verbale, ça regroupe pas mal de situations. Et en fait, les études montrent que c'est parce que c'est a pas mal été étudié, bon, surtout aux États-Unis, hein, plus qu'en France, mais c'est quelque chose en fait de très courant dans la vie sexuelle quotidienne, notamment beaucoup de femmes qui en subissent de la part d'hommes. Bon, il y a aussi, enfin, alors, moi j'avais trouvé des études qui montraient que, enfin, on trouve des chiffres qui vont de 40 à 75%. Donc, c'est une fourchette assez large, mais ça montre quand même que c'est assez fréquent. Et chez les hommes, quand on leur demande s'ils ont déjà subi de la coercition verbale dans leur vie, on trouve une fourchette allant de 15 à 55%. Donc, c'est fréquent dans les deux sens, on va dire, mais c'est plus fréquent de la coercition verbale des hommes vers les femmes. Voilà. Aussi un autre phénomène dont je parle dans mon livre et voilà qui existe en fait dans la vie quotidienne, c'est ce qu'on appelle l'obéissance sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont dire oui à des actes sexuels qu'elles ne désirent pas, sans forcément qu'il y ait usage délibéré de coercition de la part de leur partenaire sexuel. Et en fait, on peut se demander pourquoi est-ce que les femmes font ça. En fait, pourquoi certaines femmes font ça. En fait, beaucoup vont dire que qu'elles font ça pour prendre soin de leur compagnon, pour être attentives, pour maintenir le lien. En fait, par amour, en fait, elles vont faire ça. Et beaucoup vont dire aussi que c'est leur rôle en tant que femme de satisfaire leur compagnon, que c'est leur devoir, leur responsabilité. Donc là, on voit qu'il y a encore le vieux stéréotype du devoir conjugal qui reste en fait et qui est qui est en fait très prégnant. Et en fait, c'est vrai qu'il y a aussi l'idée que les hommes, enfin, c'est un stéréotype aussi sur la sexualité, que les hommes ont des besoins qui doivent être absolument comblés, sinon ils sont malheureux, etc. Et ça, c'est notamment, c'est quelque chose qu'on lit par exemple dans Mars et Vénus sous la couette, qui est un best-seller. Alors, ça date des années 90, donc c'est vrai que c'est un peu vieux. Je pense pas que maintenant on sortirait forcément des choses comme ça, mais ça a quand même été un best-seller qui a été édité, réédité, et je pense que même si le monde change, voilà, c'est pas si vieux que ça en fait quand même les années 90. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très prégnant. Et en fait, il y a, moi, dans mon livre, je cite une étude, une étude suédoise de 2013 sur des femmes qui en fait ont des douleurs lorsqu'elles ont des rapports sexuels. Continuent à avoir des rapports même si elles ont mal. Et c'est toujours dans une idée altruiste souvent. C'est pour ne pas blesser ou de décevoir l'autre. Donc quand même, ça prouve cette étude, ça prouve quand même que c'est quand même très ancré que les femmes doivent du sexe aux hommes et que c'est leur devoir, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu. Il y en a qui parlent un peu de coercition sociale pour ça. Et là, c'est vrai qu'on peut aussi faire le lien, c'est ce que je disais dans l'introduction, avec l'éducation genrée. L'idée que les femmes, elles doivent prendre soin de l'autre, qu'elles doivent être gentilles, qu'elles doivent être attentives. Voilà, ça se retrouve dans la sexualité. Et les hommes, on leur apprend plutôt à affirmer leur envie, leurs besoins. Et ça, pareil, ils vont dire que eux, ils ont des besoins, qu'ils ont des envies. Donc c'est là qu'on voit l'influence aussi de l'éducation genrée dans la sexualité. Autre forme de coercition dont je parle dans mon livre, c'est la coercition économique.
Donc c'est quand une personne dans le besoin se retrouve obligée de céder un rapport sexuel contre l'accès à une ressource. Donc ça peut être une ressource matérielle, ça peut être de l'argent, des biens, ça peut être un logement, ça peut être aussi un service. Et pour moi, c'est une forme de coercition aussi. Et typiquement, donc je citais l'affaire Darmanin précédemment, typiquement c'est ça. Et il y a une autre affaire, donc j'en ai cité une, il y a 2 affaires Darmanin, et il y en a une autre, c'est le même registre. Alors là, c'était une femme qui avait besoin d'un logement et d'un travail. Donc voilà, il rend service et en échange, il demande des actes sexuels qui sont pas désirés par ces femmes-là. Donc voilà, Darmanin, ça rentre complètement là-dedans. Après, il y a d'autres, c'est plus large que ça. Donc pour moi, l'exemple le plus évident, c'est la prostitution. Les femmes en situation de prostitution en France sont essentiellement des femmes qui viennent de régions pauvres du monde. Quand elles viennent de France, elles viennent souvent on va dire des classes populaires. Donc voilà, bon, il n'y a pas que alors dans la prostitution, il n'y a pas que il y a beaucoup de personnes qui diraient qu'on ne peut pas résumer la prostitution à un problème en fait de pauvreté. Il y a d'autres choses qui entrent en jeu, mais sans rentrer dans le détail, c'est quand même un levier. C'est-à-dire que typiquement, c'est quand même user de la pauvre. Enfin, voilà, c'est quand même quelque part des femmes qui sont contraintes par la pauvreté à avoir des rapports sexuels non désirés. Voilà, autre exemple que je cite dans mon livre, c'est des propriétaires d'appartements qui proposent à des étudiantes sans le sou d'avoir ces appartements pour pas cher contre des rapports sexuels. Voilà, on entend aussi parler souvent de la promotion canapé. Pareil, typiquement c'est ça, c'est on propose des emplois ou des promotions à des femmes contre des rapports sexuels non désirés. Et voilà. Donc, autre exemple aussi, c'est dans un contexte de séduction, des hommes qui payent le resto ou des cadeaux à une femme qu'ils convoitent, et en échange, ils attendent que la femme les remercie entre guillemets via des actes sexuels non désirés. Enfin, en tout cas, qui sont contre. Enfin, ça, c'est une façon aussi de mettre la pression en fait. Et ce que je voulais dire, en fait, par rapport à cette contrainte économique, enfin cette coercition économique, c'est qu'il y a des gros stéréotypes à ce sujet-là. C'est-à-dire que souvent on dit, par exemple pour la promotion canapé, je mets des guillemets, on dit souvent que c'est favorable aux femmes, c'est-à-dire que les femmes, elles sont les grandes gagnantes là-dedans, elles auraient pas besoin de travailler ou moins, elles auraient plus facilement accès. Enfin, limite, on présente les hommes comme les victimes de ce processus et les femmes comme les grandes gagnantes, alors qu'en fait non. En fait, les femmes ont accès aux ressources matérielles, elles ont moins accès aux emplois, elles sont discriminées. Donc en fait non, c'est un renversement de situation. C'est parce que les femmes sont discriminées à la base que certains hommes peuvent utiliser ça comme levier pour leur imposer des rapports sexuels non désirés. Donc voilà. Bon, je vais. Alors, bon, je pense que dans mon livre, je donne d'autres exemples de types de coercition. Donc je vais peut-être pas tous les présenter. Donc là, je donnais quelques exemples de formes de coercition un peu entre guillemets subtiles. Et c'est là qu'on en vient un peu à la notion de consentement, parce qu'en fait, effectivement, souvent on a. Alors, de nouveau, peut-être qu'avec MeToo, je pense que les choses changent un petit peu. Mais en tout cas, il y a encore quelques années, enfin peut-être encore pour beaucoup de gens en fait, on voit le consentement de manière un peu binaire, c'est-à-dire soit c'est consenti, soit ça l'est pas. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de réflexion sur le consentement. On ne se pose pas la question de dans quelles conditions le consentement il a été donné. C'est vrai qu'en consentement, consentir très souvent, ça veut dire accepter. Et en fait, on ne sait pas pourquoi une femme. Enfin, donc déjà, quand on parle de consentement, très souvent, on parle de consentement des femmes. Et quand on dit, elle a consenti, on ne sait pas si elle a consenti parce qu'elle désirait le rapport sexuel, ou est-ce qu'elle a consenti pour, parce que, par exemple, pour éviter certaines conséquences négatives d'un refus. Je veux dire, par exemple, une femme qui dit oui à un conjoint qui insiste,
bon, bah, c'est pas un consentement libre, en fait, c'est un consentement contraint. Donc, c'est vrai que souvent, c'est très binaire. Et donc, en fait, c'est vrai que ce terme de consentement, il est quand même très ambigu. Donc, il y a beaucoup de féministes qui disent qu'il faut plutôt parler de désir. Alors moi, je dirais qu'il faut un peu, enfin, il y a le désir évidemment, mais il y a aussi la volonté, parce que je pense qu'il y a deux aspects. Il y a parfois on peut désirer des actes sexuels sans vraiment les vouloir. Enfin, il y a, on va dire il y a la raison et il y a le désir. Donc je dirais que oui, faut qu'il y ait du désir, en fait, faut que ce soit un accord libre et volontaire, on va dire, libre de contraintes. Donc c'est plutôt dans ces termes-là qu'il faut parler. Et aussi, ce qui pose problème en fait avec le terme de consentement, c'est que souvent, bon, comme je le disais, on parle quasiment que du consentement des femmes. Et en fait, je trouve que la notion de consentement, elle enferme les femmes dans une sorte de passivité, puisque en fait, il y a l'idée que c'est les hommes qui sont moteurs de la sexualité, qui font des propositions, et les femmes, elles peuvent juste accepter ou refuser en fait. Donc voilà, donc je trouve qu'il y a aussi ce problème-là avec la notion de consentement. Donc peut-être qu'il vaut mieux parler, soit il faut redéfinir le consentement en se disant il faut que quand on parle de consentement, c'est un accord libre et volontaire fondé sur le désir, ou on change le mot, on parle d'accord. Enfin, je n'ai pas forcément d'idée tranchée là-dessus, mais je trouve qu'effectivement le terme de consentement, et je suis pas la seule à le penser, beaucoup de féministes le pensent, le problème avec le consentement, c'est que c'est une notion très ambiguë. Oui, c'est ça. Bon, voilà, je me dis que c'est une bonne conclusion, le consentement. Alors, j'ai quand même peut-être, par rapport à tout ce qu'on essaye de mettre en place là, dans nos actions, notamment auprès des jeunes, mais on aimerait bien plus de monde viennent voir cette exposition. Comment peut-on éduquer ou sensibiliser le public à cette question? Sur les violences sexuelles en général? Sur les violences sexuelles en général, oui. Je pense que c'est pas mal effectivement de vraiment déjà de déconstruire tous les stéréotypes qu'on a sur les violences sexuelles, rappeler en fait la réalité des violences sexuelles comme je l'ai fait un petit peu, que c'est souvent de proximité, que ça peut être des messieurs tout le monde, donc vraiment déconstruire les stéréotypes et les mythes en fait qui entourent les violences sexuelles. Mais après, je pense, et c'est ce que je dis aussi dans mon livre, c'est qu'en fait, la culture du viol, c'est une culture du sexisme, c'est une culture de l'inégalité. Et en fait, si on veut lutter contre les violences sexuelles, et je pense qu'il faut, en fait, ça fait partie d'un tout. Et en fait, par exemple, je sais pas, dit que souvent, par exemple, on accuse les féministes d'avoir parfois des combats ridicules. Je pense par exemple à l'écriture inclusive ou d'autres choses comme ça. On dit ça c'est un combat ridicule. Et moi je suis pas d'accord. Je pense qu'en fait tous les petits combats qui permettent de lutter contre le sexisme, indirectement ça va aussi permettre de lutter contre les violences sexuelles. Les violences sexuelles c'est une des formes les plus visibles en fait de sexisme, mais en fait tout est lié quoi. Donc donc sensibiliser le grand public effectivement à tout ce qui est violence sexuelle, mais aussi sensibiliser à l'égalité de manière générale, je dirais. Alors, vous avez des positions assez claires et assez fortes et qui ne sont pas toujours partagées dans le milieu féministe sur la prostitution. Oui. Sur la question de la pornographie, c'est un peu en lien avec ma première question sur la sensibilisation. C'est comment arriver, enfin, ce que j'essaye de me dire, c'est extrêmement difficile de dire comment arriver à sensibiliser sur ces questions des violences sexuelles faites aux femmes, en luttant face à ce qu'on sait être un débordement, un déferlement de pornographie de masse, qui, et vous le dites dans votre ouvrage, ont une incidence sur une certaine tendance en fait à rendre plus tolérant à cette violence sexuelle. Comment articuler ça? Je suis pas sûr que vous ayez forcément des pistes en fait ou des pistes de réflexion. Est-ce qu'il faut interdire la pornographie, par exemple? Enfin, je dis. Alors c'est vrai que
Bon, c'est vrai que oui, alors j'ai eu pas le temps de parler de la pornographie. C'est vrai que c'est pas une position partagée par certaines militantes, mais bon, franchement, la pornographie, quand on s'intéresse à la production, enfin, quand on s'intéresse aux conditions de production de la pornographie, enfin, j'avoue que moi, en 2021, je comprends pas comment c'est encore toléré. Enfin, je peux paraître peut-être excessive, mais franchement, il y a un livre qui est sorti il y a pas très longtemps d'un journaliste. Alors, c'est Lola, Sophia et moi, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du titre, mais il a enquêté. L'auteur, c'est Robin D'Angelo, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus parfaitement du titre ni du nom. Mais bon. Voilà, avec ce que j'ai dit, on peut retrouver. Et lui, enfin, il y en a eu d'autres, hein, des livres sur le milieu du porno, mais là, c'est vraiment sur le milieu du porno français. Oui, moi j'avais le bouquin de Marzano qu'on a à la bibliothèque, que j'avais trouvé très bien. Ouais. Quel est Marzano je crois pas que je l'ai lu, mais ça me dit quelque chose. Il est un peu plus ancien. Je crois qu'elle l'avait édité fin des années 90 ou quelque chose comme ça. Ah voilà. Bah déjà entre les années 90 et maintenant, je pense que ça a beaucoup progressé. Mais franchement, ce livre, c'est vraiment, enfin, alors on va souvent dire mais il y a le porno féministe, égalitaire, etc. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est assez minoritaire, mais enfin le porno entre guillemets mainstream qui est consommé par une majorité de gens, enfin quand on regarde les conditions de production, mais enfin on se dit mais comment c'est possible, enfin il le dit, l'auteur lui-même le dit, c'est vraiment basé sur la contrainte sexuelle. Et franchement, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment, enfin je pense pas exagérer quand je dis que c'est du viol, quoi. Enfin, et vraiment dans des conditions mais horribles. Et donc bon, alors je veux bien croire qu'il y a peut-être des productions. Bon, après, il y a aussi des productions qui se présentent comme féministes. Et quand on parle, on se dit bon, est-ce que vraiment les conditions de production sont vraiment bien aussi? Mais bon, peu importe. Mais il y a peut-être qu'il y a des pornos entre guillemets où ça se passe à peu près correctement, mais dans l'immense majorité des cas, c'est basé sur la contrainte sexuelle, c'est basé sur un sexisme hyper violent. C'est-à-dire que, comme je le dis dans le livre, c'est-à-dire que c'est pas que c'est pas seulement la pornographie, c'est pas seulement une représentation d'actes sexuels, c'est aussi des actes sexuels hyper misogyne, c'est-à-dire qu'on associe le sexe à des, je sais pas, à des enfin, à de la violence physique et verbale. Et effectivement, bon, du coup, pour moi, c'est vraiment, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et en même temps, je pense que la pornographie, c'est vraiment la culture du viol, mais poussée à la fois dans la condition de production et à la fois dans ce qu'elle nous montre. Et c'est vrai que face à ça, c'est un peu, Alors moi, je pense qu'effectivement, quand je lis le livre là du journaliste et quand je vois les conditions de production, je me dis, mais oui, ça devrait être, ça devrait être interdit, rien que vu comme les femmes là-dedans sont traitées. Enfin, elles subissent des. Enfin, d'ailleurs, il y a des producteurs qui sont cités dans le livre qui sont actuellement en prison. Donc voilà, je veux dire, bon, je pense qu'au niveau de la loi déjà de base, ils sont pas. Voilà, c'est du viol, quoi. Donc là, il n'y a pas de. Donc oui, je pense que ces formes de pornographie qui sont hyper enfin qui sont qui est majoritaire. Enfin, oui, je pense que ça devrait être interdit parce que voilà, juste pour les femmes, rien qu'en voyant comment c'est. Il n'y a pas de consentement là-dedans. Enfin, il n'y a pas de consentement libre, quoi. Là. Donc voilà. Pour moi, c'est pas possible. Après, bon, je vois bien que dans les faits, pour leur, enfin, c'est pas du tout prioritaire, donc ça va pas. Je pense que en fait, les femmes qui sont dans les milieux de la pornographie sont tellement méprisées, considérées comme. Enfin, je pense que malheureusement peu de politique. Enfin, je sais pas si un jour il va y avoir vraiment une remise enfin, qu'on va vraiment s'intéresser à elle, mais bon. Donc bon, alors bon, en tout cas, je pense pas que c'est à l'ordre du jour. Donc effectivement, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire auprès des jeunes? Je pense qu'il faut en parler. Enfin, enfin, c'est vrai que j'ai pas forcément de solution, mais c'est vrai que c'est un gros défi, quoi, parce que c'est vrai que d'un côté il y a MeToo, on parle de plus en plus de ces sujets-là, et en même temps à côté il y a cette je crois que de plus en plus, l'éducation à la sexualité pour les jeunes commence démarre avec des images de la pornographie. En fait. C'est ça. Donc oui, alors c'est vrai que on peut en parler, on peut faire de l'éducation. On peut par exemple déconstruire ça, je sais pas,
l'école, dans des cadres, dans le cadre de cours d'éducation à la sexualité, par exemple, expliquer aux jeunes que enfin, je veux dire que par exemple le sexe c'est pas forcément associé à de la violence, parce que c'est ce que montre la pornographie, c'est-à-dire que par exemple le sexe c'est traiter les femmes de salopes, c'est les étrangler, les taper. Donc bon, déconstruire ces choses-là. Après, en plus, je pense que c'est toujours un peu délicat, parce que quand on critique la pornographie, on passe toujours pour quelqu'un de anti-sexe, de prude, etc. Alors qu'en fait, non, c'est pas être anti-sexe. Au contraire, en fait, je pense qu'au contraire, la pornographie, enfin, ça peut être un peu contre-intuitif, mais la pornographie va à l'encontre de la liberté sexuelle des femmes. Et c'est ce que j'explique, parce qu'en fait, je pense que ça induit des modèles de violence. Et du coup, par exemple, je pense que si on était dans une société moins portée sur les violences sexuelles, par exemple, les femmes pourraient plus facilement, je pense que du coup, elles se limitent dans leur ce que j'explique, elles se limitent dans leur liberté. Elles vont pas, par exemple, oser coucher facilement, par exemple, avec un homme qu'elles connaissent pas, même si elles sont attirées, parce que elles peuvent craindre des violences sexuelles. Ça fait partie En fait, les violences sexuelles créent une menace pour les femmes. Voilà. Bref. Voilà. Du coup, j'ai pas forcément de solution. Moi, Oui, bien sûr, mais c'est un phénomène. C'est une réflexion commune, en fait. Le fait de faire des médiations avec les jeunes me portait quand même à me poser deux questions. Pour finir, je vous libère ensuite, mais j'avais quand même une question que vous abordez aussi dans le livre et que j'ai trouvé très intéressante sur la question sur la question du pouvoir, parce qu'on l'aborde aussi beaucoup avec les élèves. Donc en fait, pour commettre ces violences sexuelles, il faut exercer un pouvoir sur les victimes. Et la question qui vient tout de suite et à laquelle vous apportez un début de réponse, en tout cas, donc une bonne réflexion, c'est: est-ce que c'est le désir sexuel ou est-ce que c'est celui de dominer qui va motiver les hommes à passer à l'acte du viol ou des agressions sexuelles? Alors, je pense que ça peut être les deux. Enfin, je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément. Alors, je pense qu'il y a des hommes qui effectivement recherchent le pouvoir, le contrôle, et vont le faire de manière sexualisée. Après, je pense que le pouvoir n'est pas forcément leur motivation. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, et ça c'est quelque chose par exemple qui est pas mal montré chez les hommes incesteurs, c'est qu'en fait, eux, ils ont un désir sexuel, et ils vont utiliser les enfants, par exemple, vraiment comme objet. C'est-à-dire c'est pas forcément la recherche de pouvoir qui va les motiver, mais ils utilisent plus quelqu'un sur lequel ils ont un pouvoir pour, satisfaire leurs besoins. Mais c'est-à-dire qu'ils vont pas considérer l'enfant comme une personne à part entière, etc. Je veux dire que c'est pas forcément je sais pas si c'est vraiment leur motivation de prendre le pouvoir sur l'enfant, mais ils vont utiliser un rapport de pouvoir inégalitaire pour, ils vont pas se soucier en fait de l'enfant. Je sais pas si je suis claire ou pas dans si. D'accord. Ouais. Très bien. Eh ben, je vais quand même enfin vous libérer. En tout cas, merci, merci de nous avoir fait cet exposé particulièrement intéressant et qui, j'espère, contribuera à déconstruire tous ces stéréotypes et cette culture du viol. Je rappelle que votre livre est disponible à la bibliothèque municipale de Valenton, avec d'autres ouvrages sur la question, puisqu'on a fait entrer les ouvrages de Muriel Salmona, du psychotraumatisme, la plupart des travaux en fait de ce auteur psychiatre sont utilisés pour l'exposition Fait pas genre. Nous avons d'autres ouvrages et les références, nous allons nous dépêcher de noter les références que vous avez glissées pour les acquérir également à la bibliothèque. Et puis on peut retrouver aussi également votre ouvrage dans Très bonne Paris. Donc n'hésitez pas à vous les procurer si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte et dans la déconstruction de cette. Noémie Renard, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée, au revoir.